L'agence WTF vous présente Au dos de l'étiquette, le podcast qui s'intéresse à la composition d'humains au parcours inspirant. Qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou créatifs, nous questionnons leur parcours de vie. Nous créons des échanges authentiques qui dévoilent la passion, la résilience et la persévérance de ces individus déterminés. Qu'il s'agisse de réussites ou d'échecs, découvrons ensemble leurs histoires qui se cachent au dos de l'étiquette publique de chaque invité. Je suis Antoine Vildary, cofondateur de l'agence WTF, intervieweur curieux et heureux partageur. Bonjour Alexis. Bonjour Antoine. Ça va ? Oui, bien. Et toi ? Très très bien. Merci, je suis très content de t'avoir au micro aujourd'hui. C'est mon 3e enregistrement, mais ma première fois avec un inconnu, entre guillemets, puisqu'on ne se connaît pas encore de façon physique. Contact LinkedIn depuis un bout de temps, je crois qu'on s'était... Sans doute. Ouais, voilà, mais bon, c'est pas des échanges qui vont très loin souvent. Moi, j'aime beaucoup ton approche, alors et sur le sujet marketing et sur ta marque en règle générale. Je la cautionne et je la challenge un peu aussi, puisque on est une agence de publicité. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton point de vue, tes propos là-dessus. Tout le monde ne te connaît pas encore, peut-être toi en tant que personne, en tant que fondateur de la marque Avril, mais les consommateurs de cosmétiques commencent sérieusement à vous connaître. Je te rappelle le concept du podcast aujourd'hui. L'idée, c'est de découvrir qui se cache au dos de ton étiquette publique. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est des anecdotes autour du monde de la cosmétique aujourd'hui, de ta vie perso. Si on arrive à avoir des petites exclus pour nos auditeurs, c'est génial. Donc voilà, moi, ce que j'aime, c'est entendre des vraies histoires qui font pas forcément la une, mais qui sont tout aussi captivantes, je pense. Ok. Si ça te va, j'aimerais bien te laisser te présenter, même si j'ai annoncé ton étiquette publique, mais j'aimerais bien que tu te présentes. Ouais, très bien. Bah écoute, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants et j'ai même une petite fille, figure-toi, depuis presque un an. Félicitations. Donc j'ai un nouveau statut de grand-père, il faut que je m'y habitue un peu. C'est facile à vivre? Au début, non. Ouais. Mais si, c'était facile parce que j'étais dans le déni. Ah oui. donc j'y pensais pas. Ouais. Mais je me réjouis parce qu'elle est vraiment marrante. Et ça parle pas encore? Ah non, elle a 9 mois, ouais. tu parles. Mais bon, bref, en tout cas, c'est très chouette. Ouais. Et puis, je suis le fondateur d'Avril, c'est pour ça que tu m'as invité. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après, un peu le sport. Pour tout te dire, je joue au ping-pong. Ah oui. J'adore le ping-pong. Ok. Donc, je joue en compète dans un club. Ok. J'aime beaucoup ça. C'est drôle parce qu'il y a un vrai retour du ping-pong, je trouve, avec les réseaux sociaux. Mais c'est possible. Oui, c'est vrai. Il y a des moves extraordinaires quand même. Et du coup, ça peut être très viral. Ouais, comme en France, il y a 2 très bons champions qui sont de plus en plus connus, là, les frères Lebrun. Ouais. C'est vrai que ça devient Mon assez fils m'en populaire. parle. Et du coup, il me fait consommer ce... Et à mon époque, j'approche les 40 ans, mais il y avait Jean-Philippe Gastien, je crois. Ouais. Et on avait eu l'occasion de le rencontrer étant très jeune, c'était très marrant. Donc j'avoue que c'est un sport fascinant. D'accord, donc ça fait longtemps que tu en fais? Alors écoute, l'histoire, si vraiment tu veux y passer des heures. C'est intéressant. Non, pas des heures. Mais... Non, mais quand j'étais ado, je jouais dans un club et j'avais un assez bon niveau. Et puis à 19 ans, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai repris 35 ans plus tard, donc il y a 3 ans, parce que mes enfants m'ont offert une inscription dans un club. Non, une inscription dans un club. Et du coup, je m'y suis remis et j'adore. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup, compète? Oui, tout à fait. Ah oui, ok. Il y a du gros niveau? Moi, moyen. Ouais. mais oui, sinon, dans les compétitions. Parce que ça marche comment? Il y a des catégories, il y a des... tu as des classements. C'est comme au tennis, si tu veux. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, super. C'est tout pour ta présentation? Oui, voilà ce que je peux dire. Ok, trop bien. J'aime bien avoir un déroulé un peu naturel dans le podcast. Ma première question, c'est souvent quel style d'enfant étais-tu? Ah ouais, c'est marrant comme question. On reprend les choses un petit peu à l'origine. Ouais, quel style d'enfant j'étais? Bah, écoute, je crois que j'étais hyper sage en fait. Ouais, j'étais hyper sage. J'ai 3 frères et sœurs, donc je suis le dernier de 4. Ok. Avec un certain écart avec mon frère, on a 7 ans d'écart. Ouais. Donc j'étais vraiment le petit dernier. D'accord. Et donc je crois que mes 2 sœurs aînées, elles aimaient beaucoup s'occuper de moi. Quel âge les premières? Et l'aînée a 10 ans de plus que moi, la deuxième 8 ans et demi, et mon frère 7 ans. Okay. Et j'étais sage, je travaillais bien,
J'adorais jouer, j'adorais le jeu. Okay. Tous les jeux. Et ça a toujours été ça. Il n'y a pas eu d'adolescence spécifique. À l'adolescence, ma crise d'adolescence, je l'ai faite à l'école, en fait. Ah oui. À un moment, j'ai arrêté de travailler. D'accord. C'était comme ça que je me suis révolté. Et à quel âge? À 14 ans. D'accord. Ouais, 14, 15, 16, on va dire. Ouais. Puis à 17 ans, je m'y suis remis. Ah, quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et tes parents, du coup, ils en ont dit quoi, par exemple, de cette période peut-être Mes un peu parents, compliquée. ils étaient extraordinaires. Ils étaient hyper confiants, hyper encourageants. Donc, bien sûr, ils m'ont quand même accompagné dans cette période. Enfin, je me souviens notamment d'un rendez-vous au lycée, parce que ça allait vraiment pas. Ouais. Et puis, ça remontait tout de suite, parce que voilà, je m'y suis remis un peu, juste ce qu'il fallait. Mais ils n'ont jamais montré d'inquiétude. Non, ils étaient top. Vraiment très confiants. Et du coup, tu crois que c'est ça qui t'a aidé à te dire un jour, je retourne dans le droit chemin du travail? Le fait de se dire, finalement, mes parents, ils sont tellement parfaits, entre guillemets, que je peux pas non, je crois que c'était pas par rapport à eux, Non. c'était par rapport à moi. En fait, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'étais motivé pour réussir mes études. J'étais motivé aussi. J'avais un peu une compète avec mon frère depuis tout jeune, parce que comme il est beaucoup plus grand que moi, à la maison, enfant, on jouait à un tas de trucs ensemble, et compte tenu de l'écart d'âge, c'était dur de le battre. Ouais. et du coup, j'ai toujours été, enfin, plus maintenant évidemment, mais jusqu'à l'adolescence, j'étais un peu comme ça, donc ça m'a aussi motivé. Challenge. Bien. Et tes parents, du coup, quel style d'éducation tu disais pas mal de confiance, de liberté Ouais, pas mal de liberté, mais sachant que j'étais tellement sage que c'était pas vraiment... ils n'avaient pas de motif d'inquiétude. Quel style d'éducation? Ouais, c'est ça, très, très bienveillante, très encourageante, vraiment une chouette éducation. Je suis très plein de gratitude pour eux. Donc aujourd'hui, tu essayes de répliquer un modèle, enfin aujourd'hui, parce que tes enfants sont... Ils sont grands, ils ont entre 20 et 30, donc voilà. Mais c'est un truc que tu as essayé de répliquer? Ouais, tout à fait. Et avec mon ex-femme, on n'était pas tout à fait d'accord avant la naissance du premier, et on s'est... documenté, parce que comme on n'était pas d'accord sur l'éducation. Ah, d'accord. Ouais. Et donc elle a acheté pas mal de bouquins. Et du coup, ça nous a permis de nous mettre d'accord, parce qu'il y en a un en particulier qui nous a vraiment enthousiasmés tous les deux, et qui était beaucoup plus proche de l'éducation que moi j'avais reçue. D'accord. Donc c'était plus facile pour moi. Et donc j'ai essayé de faire à peu près pareil, mais voilà, en étant documentaire, en sachant pourquoi je le faisais, quoi. Pas de façon improvisée, au feeling, etc. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des grandes valeurs qui sont importantes pour toi et que tu as réussi ou pas, ou en tout cas que tu as essayé de communiquer à tes enfants? Des valeurs, je sais pas, mais en tout cas, le comportement qu'on a essayé d'avoir... c'est basé autour de deux pôles. Le premier pôle, c'est l'autonomie, la confiance, enfin voilà, accompagner l'enfant pour qu'il puisse faire lui-même, lui-même, progresser par lui-même. Ça me semble important. Et le deuxième grand pôle, c'est les limites, c'est-à-dire poser des limites, poser des principes, poser un cadre et le faire respecter, parce que c'est indispensable à la structuration de l'enfant. Les règles du jeu, je pense que c'est important d'en avoir. Je le dis souvent à des clients, parce que quand on parle, tu connais bien les sujets, les chartes, etc., c'est de se dire, on n'est pas juste la police. Le foot, c'est bien, parce qu'il y a des buts, parce qu'il y a des lignes, parce qu'on enlève les lignes, c'est nul. Donc, je suis très, très, très d'accord avec toute cette histoire de cadre. Toi, du coup, tu disais que tu avais eu un petit décrochage d'adolescence, mais du coup, tes études, après, ça a été quoi? Parce que, a priori, c'est les années collège qui ont été un peu... Un lycée de 14 à 16. Ah oui, d'accord. Et après mes études, j'ai fait une prépa commerce. Et ensuite, j'ai fait le SCP à Paris. Ok. Voilà. Et est-ce que tu en gardes des bons, des mauvais souvenirs de ces années-là? Des super souvenirs. La prépa, j'ai adoré. J'ai beaucoup travaillé. Je réussissais très bien. Bon, je n'étais pas non plus dans la meilleure prépa du monde, hein, mais en tout cas, voilà, c'était très gratifiant pour moi. Puis intellectuellement très intéressant. Des cours super. Et puis après, le SCP, 3 ans super chouette, avec aussi des cours super intéressants.
enfin voilà, un esprit d'école. J'étais au BDE, enfin voilà, donc j'étais assez impliqué dans la vie de l'école et c'était des belles années. Ok. Est-ce que tu avais, avant d'en arriver là, est-ce que étant jeune, tu avais une vision de ce que tu voulais être ou faire? Ah, pas du tout. Plus tard, pas du tout. Ah non, absolument pas. Donc plutôt, effectivement, bon élève, se dire, tiens, je vais dans une bonne école. Okay. Mais tu n'avais pas encore de conviction, pas de... Non, aucune idée. Ok. Tes parents, ils faisaient quoi? Alors, mon père était styliste. Ok. Donc, il faisait des collections de linge de maison. Et tissus d'ameublement. Pour une maison? Alors, d'abord pour sa marque. D'accord. Et puis après pour d'autres marques, pour d'autres industriels. Ok. Et maman ne travaillait pas. Ok, d'accord. Ouais. Très bien. Et ils avaient une vision, eux, pour toi ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Parce que je sais qu'il y a plein de familles où il faut faire des grandes études, essayer d'être médecin. Enfin, il y a eu toute une génération où c'était super rassurant. Non, ils n'étaient pas comme ça. Donc ouvert et confiance en l'avenir. Tout à fait. Okay. C'est beau. Du coup, sortie d'école. Là, aujourd'hui, on va parler d'Avril, évidemment, en grande partie. Mais qu'est-ce que tu n'as pas créé Avril tout de suite? Moi, je le sais, mais c'est intéressant que tu nous racontes par quoi tu es passé. En fait, j'ai créé une première boîte tout de suite. C'est-à-dire que quand j'étais en 3e année à l'ESCP, j'avais choisi l'option entreprendre. Et dans le cadre de cette option, j'ai créé une première entreprise de linge de maison. C'était en lien avec l'activité de mon père. Et donc, j'ai essayé de développer cette première boîte pendant 4 ou 5 ans, sans jamais vraiment y arriver. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait H', et puis la marque, c'était celle de mon père, qui était Quentin Delem. D'accord, très bien. Et voilà, donc j'ai arrêté. Et à ce moment-là, je suis entré chez Auchan comme acheteur. Dans quel domaine? Alors, en fait, au début, j'ai passé 1 an comme chef de rayon surgelé. Et après, j'étais acheteur pour les produits traiteurs, donc tout ce qui est plats cuisinés, pâtes fraîches, etc. Et puis après, j'ai fait d'autres choses chez Auchan. J'y suis resté 17 ans. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai aimé la boîte, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé ce que j'y ai appris, ce que j'y ai fait, ce que j'y ai décidé. C'était très bien. Et puis, je crois qu'historiquement, il y a aussi des grosses évolutions de carrière possibles. Ah bah oui, c'est très varié, c'est très... tout à fait. On peut arriver... Je connais vraiment très bien le modèle Decathlon, qui est un autre modèle du groupe, mais avec ses parcours magasins et ses possibilités d'évolution, ce qui n'est pas... Nous, gens du Nord, on croit vite que c'est du naturel pour plein de boîtes, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les groupes. C'est ces évolutions de carrière qui peuvent être assez incroyables. Oui, il y a une variété d'opportunités qui est incroyable. Importante, et puis même internationale. Oui, exact. Un peu d'international? Non, moi, j'en ai pas fait. Enfin... Dans mes missions, il y avait l'international, mais je n'ai pas été expatrié. Ok. Du coup, on est vite passé sur tes 4-5 premières années, parce que tu dis, j'ai fini, ça n'a pas décollé, etc. Est-ce que tu en as tiré des enseignements de ce truc? Est-ce que tu as su analyser post-fermeture? Oui, alors il y a deux choses, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que d'abord, c'était une super expérience. Vraiment, j'ai appris les basiques en fait de la création d'entreprise qui m'ont ensuite été utiles quand j'ai créé Avril longtemps après. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que j'ai pas réussi parce que le produit que je proposais n'avait pas d'avantage concurrentiel objectif. J'apportais rien de réel au marché finalement, à ce qui existait déjà. Alors moi, je croyais que oui. Mais en réalité, non. C'est très dur en tant qu'entrepreneur. J'ai vécu aussi des échecs sur des projets il y a 15 ans. Quand on crée, on a toute la bonne volonté du monde. On se dit que en fait, on rentre juste dans la partie, on fait, et c'est déjà bien. Mais des fois, on se voile un peu les yeux en se disant, bah oui, j'ai un truc super. Alors exactement. On est tellement enthousiaste qu'on y croit et on pense que tout le monde le voit avec les mêmes yeux. Donc ça a été le cas. Mais c'est pas... Et du coup, c'était quoi les produits que tu vendais concrètement? C'était des nappes, serviettes de table,
peignoir de bain. Enfin, Ok. voilà. On faisait notamment des nappes enduites. Ouais. Enduites, Ouais, très bien. pas toile cirée épaisse, là, mais Ouais. une induction assez fine. Ok. Et ce qui était assez nouveau sur le marché, mais bref. Et du coup, où est-ce que on trouvait tes produits? C'était quoi tes canaux de Alors, on distribution? vendait dans les grands magasins, on vendait dans des boutiques, on vendait aussi dans des chaînes de distribution type Monoprix. D'accord. Enfin, voilà. Ok. Et donc ça n'a pas suffi. Non. Ok. Très bien. Donc tu disais Auchan, très bonne école. Ouais. Tu as appris plein de choses. Mm. Qu'est-ce que tu en tires de ces deux expériences? Est-ce que pour toi, ça a été important de connaître la sensation quand même de l'échec, entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets, de cette première, enfin pas carrière, mais première expérience professionnelle? Est-ce que tu te dis que c'est fondateur pour la suite quand tu entames un projet comme Avril? Tu me disais que tu avais quand même appris des choses. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un échec. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. C'était pas mon objectif d'arrêter au bout de 4 ans. Donc, Ouais. j'ai pas atteint mon objectif. Donc, voilà. Est-ce que l'échec en lui-même est fondateur? Moi, je crois pas tellement. C'est pas l'échec qui fait progresser. Oui. C'est tout ce que j'ai essayé C'est de le faire chemin. et tout ce que j'ai appris par l'expérience, en fait. Ouais. C'est ça qui m'a aidé après. D'accord. Et c'est quoi, du coup, toi, les quelques lignes où tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que j'ai. Enfin, les erreurs que j'ai faites peut-être, qu'est-ce que je dois pas reproduire Ouais, en fait, il y a deux choses pour essayer d'être synthétique. La première, c'est ne pas être seul. Ouais. Parce que à plusieurs, on réfléchit mieux, on prend de meilleures décisions, on a plus d'idées, enfin voilà. Et la deuxième, c'est un aspect plus financier, c'est que, comme on le soulignait tout à l'heure, on a toujours tendance à voir son projet avec des yeux très optimistes, Oui. parce qu'on y croit. Et on peut avoir tendance, quand on crée une boîte, à pas prévoir suffisamment de financement, parce qu'on croit que ça va marcher vite, et donc on n'a pas besoin de patienter, etc. Et donc je pense que ça, c'est souvent une erreur de prévoir trop court en capital de départ, etc. Et puis, j'imagine que dans un domaine comme le tien où il y a du produit, il doit y avoir des fonds de roulement aussi, parce que, des gros besoins en fonds de roulement. Ouais, tout à fait. Parce que ça veut dire que si tu n'en as pas assez non plus pour équiper tous les points de vente. Ouais, exactement. Ça, c'était un point hyper important pour Avril à financer au départ. Ouais, j'imagine. Ok. Donc, aujourd'hui, création d'Avril, quelle date? 2011. En décembre 2011, j'ai créé l'entreprise. Et en avril 2012, on a fait la première vente. Première vente, ok. Qui s'est faite sur quel canal? Sur un magasin bio. Sur un magasin bio, ouais. Ok. Intéressant. On parle de magasin, on parle de ton passé chez Auchan. J'aurais bien aimé avoir ton avis sur le retail. Parce que tu le connais du coup sans doute bien mieux que moi, mais depuis 20 ans, il a très fortement évolué. Ton avis perso, même sur le futur d'un modèle comme Auchan, par exemple? Alors, je ne veux pas en faire une heure dessus, mais les habitudes de consommation, elles ont tellement changé ces 10 dernières années. Ouais. Toi, tu as dû voir ces évolutions. Oui. Alors, après, le retail de boutique et l'hypermarché, c'est des choses qui sont assez différentes. Alors, tu m'interroges sur Auchan. Ça fait 12 ans que je n'y suis plus, donc je n'ai pas une opinion très mais justement, fondée. Même si c'est un peu naïf, un avis personnel sur ce... Non, je crois que c'est plus la question de l'hypermarché. Tu vois, à titre personnel, et puis je vois autour de moi, les gens font plus leurs courses en hypermarché. Pourtant, quand ça m'arrive d'y aller, parce que j'y vais quand même de temps en temps pour des choses très ponctuelles, il y a quand même du monde. Donc, c'est pas mort, mais c'est quand même en déclin, parce que je pense qu'on n'a plus trop envie de ça. Ça a été génial au début, dans les années 60, 70, 80. Bon, et maintenant, on a évolué, on veut des choses plus rapides, plus immédiates, etc. Et c'est peut-être plus adapté à l'évolution des mentalités. Oui. Je rebondis un peu d'une question à l'autre, hein, mais tout ça, ça va se regrouper. Au démarrage d'Avril, du coup, en 2011-12. Ouais, c'est ça. Combien de personnes? Parce que tu disais que tu n'avais plus envie d'avancer tout seul. Oui, alors, en fait, quand j'ai créé Avril, j'ai sollicité des amis
pour s'associer avec moi, alors non opérationnel, hein, j'étais le seul opérationnel. D'accord. Et donc ça, c'est déjà un point qui est hyper important pour effectivement pas réfléchir seul. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai embauché tout de suite une responsable du web. D'accord. Parce que comme au démarrage, on avait 2 canaux de distribution, des revendeurs, donc je t'ai dit magasin bio, puis pharmacie, etc., site internet de cosmétiques bio, et notre site internet B2C, j'ai embauché quelqu'un pour s'occuper de la partie site internet. Parce que moi, j'avais aucun savoir-faire là-dedans. Ouais. Donc, et ça, c'était hyper important, évidemment, de ne pas le faire moi-même. Comment tu as trouvé cette personne? C'était quelqu'un que tu connaissais déjà? Par relation. Par relation? Ouais. D'accord. Que tu as été débauché quelque part ou... Non, une candidature spontanée par relation. Et du coup, je me suis dit, ça tombe bien. Okay. Voilà. Et cette personne est encore avec vous? Non, parce qu'elle a déménagé en Australie voilà, avec son mari. Okay. Et du coup, elle nous a quittés. Mais du coup, comme on avait une stagiaire, à ce moment-là, c'est la stagiaire qui a pris sa place. Ok. Quelques années, elle a fait quand même, du coup? Elle a fait 2 ans. Ouais, elle a dû faire 2 ans. Et puis la stagiaire, elle est là depuis quasi le début. Quoi. Elle est toujours là. Ouais. Pas mal. Elle est plus trop stagiaire, j'imagine. Non, je crois pas. Il faudrait que je vérifie son statut. Et du coup, combien de personnes maintenant? Alors maintenant, on est plus de 200. Plus de 200. Mais sachant que l'essentiel, c'est dans nos boutiques, puisque là, on a 57 boutiques en tout, 57 boutiques Avril, dont 47 en propre. Il y en a 10 en franchise. Et donc, les 47 boutiques en propre, c'est à peu près 200 salariés. D'accord. Voilà. Et au siège, on n'est pas très nombreux. On est une trentaine dans les bureaux, plus une dizaine dans l'entrepôt pour préparer les commandes. Ok. Et du coup, c'est un modèle qui se développe. Donc, pas mal de boutiques propres, 47, ouais. L'ambition, c'est de grimper sur ce chiffre-là. C'est 47 en France? Alors, c'est 45 en France, 2 en Belgique. Okay. L'ambition, il n'y a pas vraiment d'ambition en nombre de boutiques. Notre raison d'être, c'est de rendre le bio accessible. C'est de faire en sorte que les gens utilisent des produits bio plutôt que des produits conventionnels parce que c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour leur peau aussi. Voilà, c'est ça ce qui nous motive. Après, ouvrir des boutiques, c'est plus un moyen de remplir cette mission. Donc, on n'a pas vraiment un objectif de nombre. Si tu me dis combien tu en auras dans 3 ans, j'en sais rien. Ça dépend des opportunités, ça dépend de ce qui marchera, ce qui ne marchera pas. Là où il y a un besoin. Voilà, exactement. C'est la bonne question à se poser avant de démarrer un projet. Ouais. C'était peut-être la réponse que tu n'avais pas sur le premier projet il y a... Oui, peut-être, il y a longtemps. J'ai écouté un rapide échange, je crois, c'était un format un peu podcast, mais plutôt court, où tu parlais du management que vous avez chez vous. Ça m'intéresse beaucoup. Ah oui. Parce que moi, aujourd'hui, on est une agence, on est 10 personnes, une dizaine de personnes ici. C'est très familial, très responsable, très libéré aussi. Ah, très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le concevoir et surtout à l'appliquer dès que la taille devient un peu plus importante. Alors, ça m'intéresse de 200 personnes, dire comment on fait les choses avec autant de personnes et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Ouais, l'entreprise libérée, c'est un super sujet. Moi aussi, ça me passionne. En fait, moi, je m'y suis beaucoup intéressé en 2017-2018, avant de décider qu'Avril serait organisé sur ce mode. En fait, je crois que ce n'est pas tellement une question de nombre, parce qu'un des bouquins que j'ai lu, qui s'appelle Reinventing Organizations, d'un gars qui s'appelle Frédéric Laloux, décrit plein d'exemples d'entreprises qui fonctionnent sur ce mode libéré, et c'est tout type d'entreprise, toute taille, tout pays, tout secteur d'activité, etc. Donc, on ne peut pas dire, d'après ce que j'ai lu, que ce soit particulièrement adapté à tel ou tel format d'entreprise. Le principe, c'est que on considère que les gens sont capables de prendre des décisions. Donc, dans une organisation classique, à contrario, il y a un chef d'équipe, le chef décide et puis s'assure que son équipe applique ses décisions. Dans une entreprise libérée, on dit, toi, tu es chef de produit, par exemple, c'est toi qui es responsable des produits que tu lances. C'est toi qui décides quel produit tu lances. Et nous, on est vraiment comme ça. D'accord. Et donc, pour continuer sur cet exemple, quand les chefs de produits d'Avril lancent un produit, moi qui suis leur chef direct, je ne suis pas forcément au courant. Elles ne m'ont pas forcément demandé si j'étais d'accord. Si elles estimaient que j'avais une valeur ajoutée dans leur réflexion,
elles me demanderaient. Ouais. Si elles estiment que j'en ai pas parce que j'y connais rien, ce qui arrive sur certains produits, elles me demandent pas. Et puis je découvre qu'on lance tel produit et c'est super et c'est très bien comme ça. Ça a l'air de marcher. Oui, ça marche. Et ça marche et c'est hyper motivant parce que je pense que c'est une grosse aspiration et de plus en plus d'ailleurs avec les jeunes générations d'avoir de l'autonomie. Clairement. Et de pouvoir décider par soi-même et pas juste exécuter des ordres. Ouais, je crois que ce modèle a plus beaucoup de sens. On voit le turnover qu'il y a dans les boîtes avec le management un peu plus classique. Qui s'intensifie terriblement. Hein. On voit ça dure quelques mois ou 1 an ou 2 ans et puis ça tourne tout le temps. Et ça, j'avoue que on le vit pas beaucoup ici. Ça reste quand même un peu d'années. Les gens restent du coup assez longtemps chez vous. Ouais. Bah oui, parce que en fait, ils aiment cette organisation et cette liberté. Ils ont, et celles qui ont connu d'autres entreprises avant et qui voient le contraste, me disent aussi souvent, moi je ne retournerai pas dans une organisation comme celle que j'ai connue avant, parce que ça va pas, ça ne correspond pas à mes aspirations maintenant. Et je pense que c'est pour eux que ça a encore plus de valeur. C'est quand on a déjà eu le goût d'autre chose, et de se rendre compte que tiens, ça existe, c'est quand même très agréable à vivre. Et alors, pour compléter quand même, et ça reboucle sur la discussion qu'on avait sur l'éducation tout à l'heure, évidemment, ça se fait dans un cadre donné, c'est ce que tu disais aussi pour le foot. Hein. C'est-à-dire que on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On connaît le cadre et on s'inscrit dans ce cadre. Voilà. Et on fait aussi fonctionner l'intelligence collective. Je disais que les chefs de produits, elles ne m'en demandaient pas forcément à moi mon avis, mais elles doivent quand même demander leur avis à des gens qui connaissent les produits qu'elles s'apprêtent à lancer, etc., pour enrichir leur réflexion. J'imagine que l'idée, ce n'est pas de foncer tête baissée avec la première... fausse bonne idée ou bonne idée, c'est quand même de confronter un petit peu. Exactement. Est-ce que la nouvelle génération, elle arrive Est-ce qu'il y a un choc des générations ou pas d'ailleurs face à ce type de management ou est-ce que... Alors, c'est dur à dire chez Avril parce que les équipes sont très jeunes. Très jeunes, d'accord. Donc magasin et siège. Les cinquantenaires, il y en a sur 200, doit y en avoir, je sais pas, 3. D'accord. Donc ça se c'est pose dur pas à dire, trop. non. Ok. Pourquoi En fait, on parle d'Avril, etc. On parle de toi, mais le lien entre toi et la cosmétique. En fait, pourquoi arriver dans ce domaine ? Bah oui, quelle idée. Je ne sais pas. Moi, j'apprécie beaucoup la marque aujourd'hui. J'apprécie toute votre histoire là depuis une dizaine d'années. Mais est-ce qu'il y a une passion pour toi dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y a juste une analyse d'un marché en attente à l'origine ? Est-ce qu'il y a eu une expérience un petit peu chez Auchan ? Tout à fait. Qui t'a... Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, dans les dernières années chez Auchan, j'étais responsable de tout le pôle produits d'entretien pour la maison, produits cosmétiques parapharmacie, soins bébés, aliments bébés, enfin voilà. D'accord. Et c'est là que j'ai identifié qu'il y avait un vrai besoin pour de la cosmétique bio de bonne qualité, mais accessible. Okay. Parce que, en fait, comme je suis assez écolo, ça me chagrinait de voir que le bio en cosmétique, c'était très, très peu développé. Et quand j'en parlais avec des gens, ils me disaient, moi, j'aimerais bien évidemment utiliser des produits bio parce que je trouve ça chouette, mais c'est trop cher pour moi. Et donc, je suis obligé de continuer à utiliser des produits conventionnels. Et en fait, il se trouve que sur ce secteur d'activité, le modèle économique dominant fait que les produits sont chers parce que les marques dépensent beaucoup d'argent pour leur marketing, leur pub, etc., leur com. Et donc sont obligés d'avoir des marges assez élevées pour financer tous ces coûts. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être une opportunité, si on prend le contre-pied de ça, de pouvoir proposer des produits bio qui certes coûtent plus cher à produire parce que les ingrédients sont naturels, voilà, à un prix pourtant accessible parce que en faisant les économies sur tous ces postes, on aura besoin de moins de marge et donc on pourra proposer des produits à un prix abordable. Ok. Mais du coup, j'ai pas ma réponse parfaite
fait, pourquoi ce domaine? Pourquoi ce domaine? Parce que c'est un domaine que je connaissais bien, puisque c'est le domaine dans lequel j'avais exercé dans les dernières années chez Auchan. Okay. Et du coup, je connaissais bien le marché, je connaissais bien les produits, je connaissais bien les attentes des clients. Voilà, et donc j'étais assez à l'aise pour créer une entreprise dans ce domaine. Et du coup, ce côté bio, tu dis que tu es assez écolo, etc. Mais c'est il y a 12 ans. Le marché, il n'était pas ce qu'il l'est aujourd'hui. Est-ce que le démarrage s'est fait facilement? Est-ce que il y a eu du répondant tout de suite là-dessus ou pas? Parce qu'il y a quand même plein de... Non, pas du tout. Ok, c'est intéressant, on va pouvoir creuser. Nous, on fait pas mal d'études pour des clients, savoir à quel niveau le Made in France, le bio, sont des critères de passage à l'acte, d'achat, etc. Et souvent, c'est assez déceptif. Alors, on voit les évolutions quand même dans les années. Ça devient quand même des sujets de plus en plus intéressants. Mais quand on creuse, alors surtout dans les nouvelles générations, effectivement, c'est le portefeuille qui parle à la fin. Donc bon, ça soulève plein de questions que j'aurai ensuite sur les rapports qualité-prix, sur le marketing, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, le positionnement d'une marque, etc. Non, mais tout à fait, le bio ne suffit pas. Et effectivement, on pourra développer les autres aspects qui sont importants pour Avril et ce qui fait que ça s'est développé. Mais pour répondre à ta première question, le début était hyper difficile. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, l'idée saugrenue de créer une marque sans budget pour la faire connaître, alors qu'il y en a des dizaines qui existent déjà. Puis des très très grosses. Des très puissantes. Et puis même dans le domaine du bio, on n'est pas du tout la première marque bio. Donc ça existait déjà. Ça fait qu'on a eu du mal à se développer. Et vraiment, les premières années étaient très dures. En gros, on vendait rien, ou à peu près rien. Donc c'était un peu compliqué. Attends, excuse-moi, quand tu dis qu'on vendait rien, parce que tu vendais sur quoi? Les deux canaux de distribution que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire notre site internet et puis des revendeurs. Donc tu vendais quand même du stock à ces revendeurs? On essayait en tout cas. Mais si tu veux, au début, en avril 2012, je t'ai dit, notre première commande, c'était un magasin bio. Le deuxième magasin bio, il a dû arriver un mois ou deux après. Donc on avait 2 clients revendeurs. D'accord. Et puis, 3 mois après, en juillet, on a eu un premier site internet de cosmétiques bio. Mais tu vois, c'était très faible, quoi. C'était pas massif. On n'a pas... Et ils arrivaient à écouler un petit peu ou pas? Oui, ça se vendait correctement. C'était pas dingue, mais c'était correct. Et sur notre site internet, en parallèle, c'était la cata. Enfin, je veux dire, on avait 1 commande par jour ou 2 commandes par jour. Enfin, c'était vraiment minable. Mais parce que personne nous attendait, personne nous connaissait. Et voilà, en fait, il faut le temps de se faire connaître. Alors, est-ce que personne vous attendait ou est-ce que personne vous connaissait? Effectivement, le problème, c'est la visibilité. Quand on n'a pas de budget à investir, même dans Google, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison que les gens viennent sur votre site. Donc voilà. Et c'est un sujet, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Après, on abordera donc tout le sujet marketing, etc. Mais moi, j'ai créé une petite marque qui s'appelait Opinion, qui était une marque de vêtements pour des gens qui faisaient du fixie, des vélos. C'était les vélos des coursiers new-yorkais. C'est arrivé il y a une quinzaine d'années, un peu dans toutes les grandes villes. En créant cette marque, j'avais un petit site de vente en ligne. Et les seuls moments où j'avais des pics de vente, c'est quand j'ai rencontré le mec qui est devenu mon futur associé, Florent, qui faisait des vidéos déjà pour des grandes marques, etc., en freelance. On a commencé à créer des contenus pour la marque, des contenus que les gens voulaient consommer. Et c'était à ces moments-là qu'on avait des pics de vente. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que nous, on mettait 0 € dans nos créations de contenu, on faisait tout de nous-mêmes. C'est ce qui nous a fait créer l'agence quelques années plus tard. Mais vraiment, ce côté, on ne sait pas comment être visible. On va offrir, c'est un peu ma démarche dans le podcast aujourd'hui, c'est d'offrir de la valeur au public qui sont intéressés par ça. Et donc, derrière, ça ruisselle en vente. Donc, c'est pour ça ce côté marketing. Mais bon, il y a le marketing, la communication plus, et il y a le marketing dans la cosmétique qui est un vrai sujet et effectivement qui peut coûter extrêmement cher. Et c'est pour ça qu'en début d'épisode, je disais oui, je cautionne et je challenge parce que
D'ailleurs, vous ne faites pas rien. Vous avez des réseaux sociaux. Tout à fait. Vous faites quand même pas mal de choses. Tout à fait. Mais ça, on l'a fait dès le début. Ouais. Dès le début, mais c'est pas. Alors évidemment, on peut dire que c'est un budget parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dessus et cette personne, il faut bien la payer, donc évidemment. Mais en tout cas, on n'a pas acheté de pubs, etc. Pas payer des grandes égéries. Voilà, exactement. Ok. Très intéressant. Avec quel type de produit vous avez commencé la marque? Vous n'aviez pas toute l'offre, j'imagine? Non, mais une gamme très large quand même. Quand même? Ouais, Ok, tout à d'accord. fait. Ouais, dès le début, on avait du maquillage, du soin visage, de l'hygiène, donc gel douche, déodorant, dentifrice. On avait. Alors évidemment, maintenant, on a beaucoup plus. On a une gamme pour hommes qu'on n'avait pas au début, une gamme pour les bébés qu'on n'avait pas au début, etc. On a beaucoup étoffé le maquillage, beaucoup étoffé le soin visage, etc. Mais dès le début, on avait une offre qui était quand même, qui tenait quand même la route. Et quand tu dis dès le début, il y a eu entre le jour où tu crées la structure, le jour où tu fais tes premières ventes et où donc tu as une offre à aller proposer à des magasins bio ou sur ton site, il se passe combien de temps? Alors, il s'est passé, j'ai créé en décembre la structure et première vente en avril, donc il s'est passé 5 mois. Très vite. Très vite, mais j'ai quand même travaillé en amont, en parallèle de mon poste à Auchan. Le week-end, le soir, je travaillais quand même sur mon projet. Pendant combien de temps ça? Pendant une petite année, je dirais à partir de mars à décembre 2011. Donc comment ça se passe? Tu dois chercher un industriel, c'est ça? Des industriels. Des industriels? Oui, tout à fait. Parce que tout se fait pas au même endroit? Non, exactement. Ok, d'accord. Mais tu avais du coup un réseau? Ah oui, tout à fait. Et donc tu es arrivé avec une gamme assez large dès le départ. Produits dispo, donc je résume, en boutique propre online au départ, en réseau magasin bio et pharmacie, tu disais? Ouais, on essayait d'être dans quelques pharmacies, sur des sites internet de cosmétiques bio, D'accord. Des instituts de beauté aussi, mais c'était vraiment l'un après l'autre, quoi. C'est petit à petit. Il y a pas eu de chaîne. Vous n'êtes pas chez Sephora, je crois? Non, on n'est pas chez Sephora, mais maintenant, on est au Printemps, on est aux Galeries Lafayette, on est chez Monoprix, on est sur Chronodrive. Enfin voilà, là maintenant c'est. Et c'est d'ailleurs la question Sephora. Je ne sais pas si c'est un sujet touchy ou pas pour toi. Pourquoi ne pas y être? C'est des questions de négociation. C'est eux qui. Faut leur poser la question. Ah d'accord, ok. C'est pas un sujet de. Ah non, nous on n'a rien contre. Trop bien. Bon, Sephora, si vous nous entendez. Les rapports qualité-prix, on en parlait un petit peu tout à l'heure, puisque quand tu dis on faisait peu de ventes au départ, est-ce que tu challenges ton offre? Est-ce que tu challenges tes produits? Qu'est-ce que tu te poses comme question? C'était une période pas marrante, surtout que j'avais déjà vécu un échec bien des années avant, donc je me disais, mince, je vais quand même pas me replanter une deuxième fois. L'offre, mais l'offre, elle tenait la route quand même. Tu savais ça? Ouais, je me suis pas dit, c'est les produits qui vont pas. Les prix, dès le début, on était sur cette volonté de rendre le bio accessible, donc les prix, ils étaient vraiment abordables dès le début, et ça, je voulais pas le changer. La qualité était très bien. Non, je crois que c'était vraiment une histoire de notoriété. Et ce qu'on s'est dit, c'est pas du coup on va investir dans la pub pour se faire connaître. Ce qu'on s'est dit, c'est on va faire tous nos efforts, faire de notre mieux et être patient et être confiant et savoir que ça prendra peut-être plus de temps que ce qu'on avait imaginé, parce que moi aussi, même si c'était ma deuxième expérience, j'avais été trop optimiste. Mon business plan, je l'ai mis à la poubelle parce qu'il n'est pas du tout la route. Voilà, donc il a fallu être patient. Et puis, petit à petit, par effet boule de neige... Patient combien de temps? On a commencé à être rentable au bout de 3-4 ans. D'accord. Mais en étant hyper frugal. Moi, je me payais à peu près rien. On avait des locaux qui étaient très, très sobres, avec des loyers très faibles. On était une toute petite équipe. En fait, on est resté à 3 pendant quasi 5 ans, jusqu'à l'ouverture de la première boutique en 2016. On n'était que 3. Il y avait la responsable du web dont j'ai parlé tout à l'heure, une préparatrice de commandes et moi. Et donc, j'adore. Du coup, la vraie vie. C'est ça. En étant frugal comme ça, on a pu, même si les chiffres n'étaient pas mirobolants, au bout de 3-4 ans, être quand même rentable.
c'est bien de le raconter, je trouve. C'est démarrage. Parce que c'est facile de regarder au bout de 10 ans, au bout de 12, 13, 15 ans, et de se dire, ouais, c'est facile, machin. Et de se dire, OK, pendant 3-4 ans, potentiellement, il y a 2-3 personnes qui ont galéré, qui ont tenu bon. Parce que c'est aussi ça. On l'entend souvent dans cette nouvelle génération d'entrepreneuriat, etc. La résilience, on a du mal à l'intégrer, à quel point c'est important. Alors, ça ne veut pas dire foncer tête baissée dans un modèle qui n'est pas le bon. Oui, exactement. Parfois, on se dit, on s'obstine alors qu'il vaut mieux arrêter. Ouais, voilà. Et l'équilibre entre ces deux choses-là, il faut savoir la sentir, etc. C'est pour ça que peut-être que l'échec du premier projet pouvait... c'est peut-être pour ça que tu n'as pas baissé les bras aussi. C'est de se dire, non, là, je suis sûr de mon offre. Bon, après, la rencontre d'un marché... on ne sait pas à quel point elle est mûre, etc. Ouais. OK. Le rapport qualité-prix, tu commençais à en parler. La qualité d'un produit cosmétique aujourd'hui, alors je ne suis pas un expert. Ma femme, à un anniversaire ou un truc à droite à gauche, elle m'offre une crème pour le visage, mais à part ça, j'ai peu de connaissances sur le marché. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un produit cosmétique aujourd'hui ? Alors, déjà, pour nous, la qualité, c'est hyper important. Parce que comme on n'a pas de budget pour se faire connaître, on compte sur la recommandation. On compte sur le bouche-oreille. Il faut que les gens qui connaissent nos produits soient enthousiastes, les trouvent top pour espérer qu'ils les conseillent à leurs amis, leur famille, etc. Donc nous, on a vraiment cette volonté. Après, comment on y arrive ? On y arrive en étant exigeant sur les formules. Donc, nous, on ne fabrique pas nous-mêmes les produits, on les fait fabriquer par des partenaires, des sous-traitants, donc qui vont nous proposer des formules selon le brief qu'on leur aura donné. D'accord. Et tant qu'on n'est pas hyper enthousiaste sur le produit qu'ils nous proposent, on préférera ne pas le lancer plutôt que de couvrir le besoin avec un produit qu'on trouverait moyen. Du coup, quand on lance un produit, on sait qu'il est top. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que on a envie que nos clients soient contents des produits Avril. Et c'est coûteux le développement de produits dans ce domaine ou pas ? Ouais, c'est assez coûteux parce que faut faire tout un tas de tests, il faut passer du temps à mettre au point une formule, etc. Donc ça peut avoir un coût assez important. Alors selon la technicité des produits. Parce que souvent, c'est les mêmes bases, je crois. Parce que je me suis un petit peu documenté là-dessus. Je lis qu'il y a souvent des mêmes bases et j'essaie de comprendre ce qui faisait la différence entre un produit dit de luxe ou de très haute qualité. Et effectivement, il y a cette partie marketing. En fait, produit de qualité marketing ou produit de qualité et point. Ouais, non, mais je crois que luxe et qualité, c'est pas forcément synonyme. Exactement. En fait, c'est selon les produits, c'est différent, mais c'est aussi une histoire d'appréciation personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut adorer une crème et sa voisine pas l'aimer du tout et en préférer une autre. Donc c'est difficile de rendre les choses très rationnelles quand on parle de qualité en cosmétique. En tout cas, ça me fait penser à un truc, c'est que je disais tout à l'heure, quand on lance un produit, c'est qu'on est vraiment enthousiaste sur sa qualité. Mais en fait, c'est quand la chef de produit et les personnes à qui elle a fait essayer autour d'elle, donc dans l'entreprise, les produits sont enthousiastes. C'est-à-dire que les produits qu'on lance, c'est des produits incarnés par l'équipe qui les met au point. C'est pas un processus qu'on sous-traite, l'appréciation d'un produit et l'appréciation de sa qualité. On ne sous-traite pas à des panels externes. On se fait une conviction nous-mêmes parce qu'on a envie que les produits qu'on lance, on y croit nous-mêmes, parce qu'on en est convaincu par notre propre utilisation. Et une fois que tout le monde se l'applique en interne, ça veut dire que c'est bon, c'est un produit qui aboutit, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? On parlait donc toujours du rapport qualité-prix. Les marges dans la cosmétique, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'aujourd'hui, tu vends en direct, il y a des marges revendeurs, évidemment, qui doivent être, j'imagine, un peu similaires au monde du retail en règle générale. Jusqu'à x2 peut-être Oui, c'est ça. OK. Ouais.
Et vous, je ne sais pas si c'est des chiffres que vous communiquez ou pas, hein, mais les marges que vous faites, j'imagine que ça dépend aussi des gammes de produits, c'est peut-être pas pareil partout, mais il y a des grands ordres sur lesquels on peut communiquer ou pas? C'est compliqué parce que ça dépend un peu des produits, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, pour remplir notre mission qui est de rendre le bio accessible, on a des marges qui sont le plus limitées possible. Et on y arrive parce que, comme je l'expliquais, on ne dépense pas pour la communication, la pub, etc. Mais pour donner quelques exemples, le mascara Avril, on le vend 8 €. D'accord. Si tu vas dans la boutique, la rue Carmoise, tu le paieras 8 €. Si tu vas dans un hypermarché qui vend des marques de mass market, tu vas payer un mascara 15 €, 18 €, etc. Donc c'est pour te donner une idée. Et ce qui est certain, c'est que notre prix de revient, c'est-à-dire le coût de fabrication d'un produit bio Avril, d'un mascara bio Avril, il est plus important que le prix de revient d'un mascara non bio, des marques que tu trouves en grande distribution. Donc ça veut dire qu'ils vendent 2 fois plus cher à peu près un produit qui leur coûte moins cher à produire que nous. Voilà, c'est pour te donner. Mais donc il faut payer tous ces gens, ces égéries, ces campagnes d'affichage. Exactement. Ok. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est des équations qu'on tente de résoudre aussi avec nos clients. L'idée, c'est que, moi qui suis une agence, l'idée, c'est de toujours trouver une équation économique à la fin. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, et même encore aujourd'hui, il y a des grands modèles, des grandes agences qui vendent des choses déraisonnables sous couvert de « on a un nom », on bosse et ça paye. Et il y a des grands groupes qui sont capables de le faire. Moi, ça n'a jamais été ma démarche. J'ai besoin d'avoir un entrepreneur en face à la fin qui me dit « ce que tu fais, ça m'aide à grimper ». Ce que je te disais, c'est pour ça que je me permets de le raconter, mais sur mon premier projet, c'est de me dire je mets en place une proposition de valeur que je partage et derrière, ça doit servir à ruisseler, à apporter un produit à quelqu'un. Encore une fois, c'est pour répondre à des besoins. Oui, exactement. Non, mais tout à fait. Nous, notre modèle économique, c'est celui-là. Mais je ne dis pas que c'est le bon. Je veux dire, il y a d'autres modèles économiques qui fonctionnent très bien, etc. Et nous, comme tu le dis, on a ce modèle parce qu'il sert une cause, une mission qui est celle de développer le bio. En les rendant abordables pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce côté abordable, parce que on est bien conscient que des fois, acheter un produit plus cher nous fait penser que on fait partie d'une famille qui peut se permettre de machin, et donc ça cautionne aussi certains trucs. C'est pour ça j'aime pas le mot luxe. Il y a le luxe, il y a le faux luxe. Enfin bref, c'est très compliqué cette équation. Mais est-ce que c'est pas un frein à un moment? Vous avez des très beaux packaging, vous avez une plutôt belle perception de marque, c'est mon avis personnel. Et j'ai été faire un tour évidemment sur votre site, sur le site de plein d'autres marques, pour faire des comparaisons. Donc je suis très raccord avec ce que tu dis et je trouve ça impressionnant. Mais est-ce que ça n'a pas été un frein à un moment? Alors, si, parce qu'effectivement, comme tu le dis, beaucoup de gens associent prix et qualité. Exactement. Et donc, quand c'est pas cher, c'est suspect. Ouais. On se dit, mais pour ce prix-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme qualité? Et donc, tout le travail que nous, on a à faire, c'est de rassurer les gens sur la qualité des produits. Et donc, il faut d'une part leur expliquer pourquoi nos produits sont pas chers et sur quoi on fait des économies pour y arriver. Alors, on a parlé des budgets marketing et pub et tout, mais on n'a pas parlé aussi des emballages, parce que nous, on réduit au maximum les emballages. Et donc, ça aussi, ça a un impact évidemment sur le prix de revient et donc le prix de vente. Et c'est aussi pour ça, tu soulignais, et merci, que la qualité graphique de nos emballages, c'est aussi pour ça que tout l'environnement graphique de nos produits, on le soigne pour que ça véhicule une image de qualité qui soit rassurante par rapport à cette interrogation légitime liée au prix. Et donc, c'est pour ça que nos boutiques, c'est des très belles boutiques faites par de très bons architectes, hyper créatives, parce qu'on a envie que les gens qui entrent et qui ne connaissent pas Avril, déjà se disent « Ah, là, je suis dans un bel endroit, les produits doivent être de bonne qualité ».
Ça, c'est hyper important qu'on les rassure parce que sinon, il y a cette inquiétude normale. J'ai pas mal de questions suite à ce que tu viens de dire. Les boutiques, qu'est-ce que je veux dire? Les boutiques, premier sujet. Ouais. Tu dis les architectes. Ouais. Parce que j'ai vu quelques images et je suis déjà effectivement rentré dans la boutique rue Escarmot et Zaline. C'est toujours une belle impression. On voit que c'est soigné. C'est pas un seul architecte qui déploie. Non, en fait, nous, dans chaque ville, on fait appel à un architecte local. D'accord. C'est-à-dire qu'on trouve un architecte, on regarde sur Internet, c'est comme ça qu'on cherche, les réalisations des architectes locaux. Et puis... architecte d'intérieur, du coup. D'intérieur ou pas, c'est l'un ou l'autre. Et puis quand on est séduit par les réalisations de tel architecte dans la ville, on l'appelle. On dit, voilà, on va ouvrir une boutique Avril. Voilà notre démarche. Est-ce que ça vous dirait de créer cette boutique? Et en fait, on lui fait créer un nouveau concept. C'est-à-dire qu'au lieu de dupliquer... C'est pas toutes les mêmes boutiques. Non, exactement. On lui dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on entre dans une boutique Avril, on se dise, c'est des produits de qualité, donc il faut véhiculer cette image de qualité. Et il faut qu'on se dise, c'est des produits bio. Donc il faut véhiculer une image de naturalité. Donc c'est les deux trucs qu'on dit, qualité, naturalité. Et une fois qu'on a dit ça, ils ont carte blanche pour exprimer ces deux éléments de brief. Et moi, mon métier, c'est de créer de la cohérence de marque, de créer tout ça. Et est-ce que, du coup, ça installe pas une potentielle incohérence de marque? Si, c'est le risque. Mais en fait, à chaque fois que j'explique ça à des gens, des clients, ils disent « Ah, mais c'est génial, mais nous, on préfère... avoir une surprise, voir des boutiques différentes dans les différentes villes plutôt que d'avoir toujours la même chose. » Donc, il n'y a jamais personne qui m'a dit je trouve que ta marque, elle n'est pas cohérente. Je n'ai pas reconnu entre Rouen et Strasbourg, ce n'était pas la même et j'étais perdu, je n'ai pas reconnu que c'était Avril. Jamais personne m'a dit ça. Puis, j'imagine quand même qu'il y a un branding de façade. Il y a un logo. Déjà, il est le même. Il y a les produits qu'on voit quand même beaucoup quand on entre, on voit que ça, qui sont évidemment les mêmes. Donc ça, déjà, moi, je pense que ça suffit pour assurer la cohérence de la marque. Et un avantage collatéral du fait de ne pas avoir un concept unique dupliqué dans toutes les boutiques, c'est que comme nous, on est assez écolo et qu'on a envie d'agir pour l'environnement, le fait d'avoir des concepts différents, ça nous permet, dans un local qu'on récupère, de conserver les éléments d'architecture qui nous semblent très bien et qu'on n'a aucune raison de casser pour les remplacer par autre chose parce que ce serait notre concept uniforme. Et du coup, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement et plus économique aussi. Donc ça, c'est hyper important. Très intelligent, en vrai, la démarche. Et je rebondis. Moi, j'ai déjà des clients, alors des grands groupes avec qui on bosse, des modèles au bout de 30 ans qui ont fait le tour de l'horloge parce qu'ils avaient 200 ou 300 fois les mêmes boutiques en France. Et le jour où il faut remettre le truc au goût du jour, c'est fois 300 tout de suite. Au lieu de se dire, tiens, il y a une boutique qui est un peu vieillissante, je joue avec la base. Et j'avoue que je pense que ça devrait inspirer beaucoup de gens, ce type de modèle, parce que déjà, ça a du sens quand tu dis je réutilise ce qui est encore cool, ce qui fait peut-être potentiellement le cachet d'un lieu, je sais pas, des murs en briques. Exactement. Et est-ce qu'il y a quand même un cahier des charges ou pas de matériaux, un minimum Alors, il y a un cahier des charges technique, notamment sur la dimension des meubles, parce que forcément, ils doivent être adaptés aux tailles de nos produits pour les présenter, pour les ranger. Donc oui, mais après, pour les matériaux, pas vraiment. Nous, on dit, on veut tout ce qu'on peut réutiliser, on le réutilise. Évidemment, tout ce qu'on doit apporter, ça doit être le plus vertueux possible, des peintures sans COV, etc., de l'éclairage LED, etc., mais il n'y a pas un cahier des charges de matériaux. Si on prend le mobilier, ça peut être des façades de différentes essences de bois, ou il n'y a pas de... Mais je veux dire, utilisation de bois potentiellement, c'est un truc que vous donnez une espèce de mood board ou un truc... Pas vraiment. Même pas forcément,
Il y a un mood board. Qui a dû se fabriquer avec le temps, j'imagine, puisque maintenant qu'une agence a formalisé pour qu'on puisse quand même la donner aux architectes, mais ce n'est pas un cadrage enfermant. Oui. C'est pour donner un esprit, mais ça ne dit pas le mobilier doit être de telle essence de bois. Non, pas du tout. Ok. Et donc, tu parlais donc des boutiques en propre et des franchises. Ouvrir une boutique en propre, ça coûte cher ? Oui, ça coûte cher parce que c'est l'investissement en travaux qui n'est pas négligeable. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 100 000 euros. Okay. Mais ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, selon l'état du local qu'on récupère. D'accord. Et les locaux, vous en avez en propre ou Alors en propre, mais on n'est pas propriétaire. Pas propriétaire. Oui, c'est nos équipes, c'est nos investissements, mais on est que locataire. Ok. Et vos implantations, c'est quoi aujourd'hui ? Alors on est dans toute la France, on est dans toutes les villes de France. Alors, il y en a 2, mais 3... c'est du centre-ville Oui, c'est surtout du centre-ville. Alors, on a quelques magasins en centres commerciaux, mais ce n'est pas du tout la majorité. Ouais. Voilà, donc c'est pas grand, c'est des 50 mètres carrés, donc c'est des petites boutiques. D'accord. Voilà. L'ambition, tu disais... avant l'ambition, les 10 magasins en franchise, c'est ça que vous avez ? Oui. C'est un modèle... Pourquoi être allé sur la franchise ? Parce que la franchise, l'intérêt, c'est qu'on partage le risque. Quand c'est un magasin en propre, on est les seuls à porter le risque. Ouais. Là, le franchisé, c'est lui qui investit pour les travaux, notamment. C'est lui qui recrute son équipe, etc. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est d'investir moins et puis de pouvoir aller plus vite potentiellement. Et puis aussi de s'implanter dans des villes qu'on connaît moins parce que c'est des plus petites villes et c'est important de connaître le territoire local pour savoir s'il y a du potentiel ou pas. Enfin, voilà, c'est... Partager les risques et miser sur un investissement personnel, peut-être d'une équipe qui, dans une zone peut-être un peu moins certaine, tout à fait. D'être potentiellement plus garant de la réussite du projet. Oui, exactement. Ok. Les chiffres d'avril aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que vous communiquez dessus ou pas ? Nous, on publie nos comptes. D'accord, donc, ils sont publics. Tu vas sur société.com, tu vas voir tous nos bilans. Donc, ça fait quoi cette année ou l'année dernière ? En 2023, on a fait 32 millions de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est bien. Puis c'est en progression année après année. Cette année, on devrait faire, 37, quelque chose comme ça. Bon. Donc, c'est chouette. Tu croyais, les année 1, année 2, tu te disais potentiellement, je vais aller là ou pas ? Franchement, non, parce que j'étais un peu inquiet. Ok. Mais l'ambition cachée au démarrage, quand tu t'es dit, tiens, je vais lancer un truc. Ah oui. Avant les premières années, j'y croyais. Okay. Avant les premières années, c'est refroidi. Mais voilà. Ok. Et du coup, au tout départ de notre enregistrement, tu disais ce problème de manque de visibilité, ça peut durer plus longtemps, le démarrage d'un projet. Les finances, ça a été un problème à un moment sur les 2-3 premières années dont tu parlais ? Ça n'a pas été vraiment un problème parce que justement, j'avais prévu large. Tu avais prévu large, d'accord. Donc, tu avais quoi ? Tu avais des investisseurs ? Des amis qui ont investi, tout à fait, avec moi. Okay. Et du coup, on avait prévu plus large que ce qui était nécessaire d'après le business plan optimiste, maintenant je peux le dire avec le recul, que j'avais écrit. Et heureusement que j'avais prévu plus large parce que du coup, ça a permis de tenir malgré des années de démarrage compliquées. Donc, ces amis qui ont mis des ronds aussi dans l'aventure avec toi, ils n'étaient pas opérationnels ? Non. Ok. Et quand les années passaient et que ça tremblait un peu potentiellement, est-ce que eux tremblaient aussi ? Ils étaient hyper encourageants. Hein. C'est vrai ? Ils étaient hyper, c'est beau, hein. Hyper sympas. C'est des amis. Hein. Ouais, c'est ça la différence. C'est pas juste des investisseurs. Non. Et du coup, toujours hyper positif, encourageant, optimiste. C'était très chouette. C'est beau, hein. Ouais. Vraiment, je crois que c'est pas le cas partout. Il y a plein de gens qui auraient fait demi-tour et de se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, aujourd'hui, ils doivent être contents. Ils font encore partie de l'aventure ? Oui, tout à fait. Okay. Vous êtes combien, tu disais ? 5 ? 6. On était 6. Après, certains ont donné à leurs enfants. Ok. Et puis, surtout, on a ouvert le capital aux salariés.
Ah oui, d'accord. Donc, on a aussi pas mal de salariés qui sont actionnaires maintenant. C'est bien aussi. Recrutement, du coup, est-ce que c'est compliqué ou pas? Parce que finalement, tu envoies quand même beaucoup de signaux très positifs. Mais ouais, justement, c'est pas trop compliqué. Pas trop compliqué, je pense notamment grâce au fait qu'on a, je crois, une image qui est assez bonne. Du coup, on réussit à avoir vraiment des candidats quand on doit recruter de super qualité. J'aimerais bien avoir ton avis. Alors, je balance sur la concurrence, entre guillemets, mais on a vu des autres modèles un peu opposés au tien, mais performer assez fort ces dernières années. Je pense à un typologie ou les modèles historiques, les Nivea, tous ces trucs-là. C'est quoi ton avis sur ces sujets-là? Ou si je prends par exemple le cas Typology, là, c'est le modèle opposé au tien, je trouve. C'est du marketing à fond. Si mes infos sont bonnes, je crois que c'est le mec qui avait créé une Made.com qui a développé cette marque. Image de marque incroyable. Encore une fois, ça n'est que mon avis personnel. Qualité des produits, je n'en sais rien. Je ne suis pas un grand consommateur, etc. Ça a plutôt bonne presse, beaucoup d'influence, etc. Est-ce que tu as un avis sur ce type de marque, sans parler potentiellement de typologie? Non, j'ai pas d'avis particulier. Comme on disait tout à l'heure, tous les modèles économiques sont ce qu'ils sont, défendables, et voilà, ça dépend de la cause qu'ils servent en fait. Ouais. Moi, je connais pas bien Typologie, donc j'en sais rien. Je sais pas quelle est leur raison d'être. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a une cohérence entre leur modèle économique, leur positionnement et leur raison d'être. Ouais, ok. Et vous faites des analyses concurrentielles ou alors est-ce que vous avancez dans votre sillon? Non, on ne fait pas d'analyse concurrentielle. Okay. Vous faites vos produits, c'est beau, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Non, on fait ce en quoi on croit, on fait ce qui va rendre service à nos clients, nos clientes. Voilà, là on pense qu'il y a un besoin, on lance le produit et voilà, c'est vrai qu'on ne se préoccupe pas vraiment de nos concurrents parce que ça nous préoccupe pas, quoi. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est comment on va faire des produits plus vertueux, comment on va réduire notre empreinte carbone, comment on va réduire nos emballages. Voilà, c'est ça nos sujets. Emballage, tu disais, parce que la cosmétique, c'est quand même un sujet, c'est souvent des petits contenants, de la récurrence d'achat. Vous êtes dans le... je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, je trouve pas mes mots. Dans le flacon réutilisable, etc. ou pas? Dans la recharge. C'est dur, carrément. Non? Alors, en fait, je donne 2 exemples. Il y a 1 an, on a lancé des recharges pour tout ce qui est poudre, blush et fard à paupières. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on vendait nos poudres dans un boîtier en plastique rond, tu vois, avec un couvercle qui s'ouvrait et tu avais la poudre à l'intérieur. Et quand tu avais fini ta poudre, hop, tu jetais le boîtier plastique à la poubelle. Il y a 1 an, on a lancé un système de recharge. C'est-à-dire que maintenant, cette poudre, elle est vendue dans une petite enveloppe en papier. D'accord. Et tu prends la poudre qui est quand même dans un godet en aluminium, évidemment, et tu viens la placer dans une palette aimantée que tu achètes par ailleurs vide. Okay. Et du coup, quand tu as fini ta poudre, tu gardes ton boîtier, ta palette, qui est en carton, et tu viens la recharger avec un produit que tu as racheté, mais il n'y a plus le boîtier en plastique autour. Donc ça, c'est énorme. C'est 10 tonnes de plastique qu'on produisait par an pour ces produits pour poudre, blush, fard. Et il y a 1 mois, on a lancé des pastilles à diluer dans de l'eau chez toi pour faire du shampoing, du gel douche, du dentifrice, de l'eau micellaire, du gel nettoyant visage, du démaquillant pour les yeux. Et du coup, c'est génial parce que quand tu as fini ton flacon, tu le gardes et tu viens le recharger avec une pastille et de l'eau du robinet. Vous vendez donc quand même ces flacons initiaux? On vend le flacon vide, exactement, initial, mais tu le gardes toute ta vie. Et si tu veux pas utiliser ce flacon, mais autre chose, tu peux. Voilà. Et puis après, tu n'achètes plus les recharges. Qui, elles, sont conditionnées dans... c'est un petit sachet. Petit sachet papier ou carton. C'est parce que ça doit être étanche. Donc exact. mais voilà.
Ok. Il y a plein de startups qui se lancent là-dedans. Ouais. Moi, je connais deux par les réseaux sociaux, Ouais. ma femme, et puis une des anciennes personnes qui était au bord de 900 Care. Ouais, tout à fait. Ouais. Et j'avoue que j'étais, mais comme tout bon, j'allais dire français, pas que français, je pense, comme tout bon consommateur avec des habitudes, etc., un peu sceptique sur ce truc-là. Mathilde, ma femme, qui a commandé, je crois que c'est 900 Care ou un autre, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, je pense que c'est des habitudes de consommation qui sont en train de changer profondément. Ouais. Et on est passé à ce type à ce format. Ouais, c'est bien. Et en fait, c'est génial. Mais c'est génial. Et je me dois de le dire parce que j'étais le premier sceptique. Ouais. Et j'avoue qu'on balance plus rien. Oui, exactement. Et en fait, ce qui est génial, exactement. Ce qui est génial avec ce système, c'est que ça ne change rien à ton usage du produit. Ouais. L'utilisation du produit, il est le même que tu le reconstitues chez toi grâce à ces pastilles ou que tu l'achètes tout fait, liquide, comme on a fait depuis des dizaines d'années. Et donc, à partir du moment où, pour l'utilisateur, l'usage est le même, la sensorialité, comme tu dis, la qualité, etc., ne change pas, il n'y a aucune raison que l'utilisateur ne bascule pas vers ce système. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il doit prendre 1 minute chez lui pour mettre ses pastilles dans le flacon et remplir d'eau. Voilà, c'est tout. Le seul truc, la première fois qu'on a fait ça, je crois qu'il y a un petit temps de repos du produit. Tout à fait. Oui, il faut attendre un peu. Et c'est ça. Moi, je l'ai utilisé genre 5 minutes après. Ah oui, non, ça va pas. C'était liquide, c'était de la flotte. Je me suis d'abord, je me suis dit, c'est quoi cette merde ? Et puis finalement... 1 heure ou 2 après, je sais plus. Enfin, ma femme l'a utilisé. Elle me dit c'est génial. Il n'y a aucune différence avec un produit. Exactement. Et il y a une communication alors je sais plus quelle marque, mais qui est plutôt bien faite, qui explique ce procédé et cette aberrance d'acheter des produits qui sont à base de 90-95% d'eau, de plastique qu'on balance, enfin bref. Non, mais complètement. C'est les deux grandes vertus de ça, c'est comme tu dis, le fait qu'on arrête de transporter de l'eau dans toute la France sur des camions alors qu'elle coule au robinet chez soi. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrête de jeter un flacon une fois qu'il est vide. Et donc, ce système résout ces deux problèmes. Donc, vous êtes depuis 1 mois sur ce type de produit-là aussi. Et on va développer, évidemment, parce que ça fait partie de notre raison d'être, de mieux protéger le... Et rentabilité. Parce que du coup, moi, à la maison, je suis tout le temps en train de checker un petit peu ce qui se passe et de se dire oui, je ne suis pas contre aller dans les bonnes méthodes, mais c'est comme le bio il y a 10 ans, c'était cher. Donc toujours entre le démarrage où tout coûte cher et les habitudes qui ont changé, l'industrialisation qui a fait que ça y est, c'est à peu près achetable. Est-ce que vous, en rentabilité, ce type de produit, c'est intéressant pour vous comparé à... Oui, alors ça, c'est un très bon point parce qu'effectivement, nous, on a toujours eu clairement en tête que ce n'était pas la peine de lancer ces produits si, pour les utilisateurs, ça revenait plus cher que le produit liquide classique qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Donc, tous les produits qu'on a lancés sont moins chers pour l'utilisateur que le produit classique. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas basculer sur ce produit. C'est vraiment ça qu'on veut. Pour notre rentabilité, pour nous, c'est la même chose. C'est la même rentabilité. C'est-à-dire qu'on vende une eau micellaire liquide ou les pastilles à diluer pour reconstituer de l'eau micellaire, on a la même rentabilité sur les deux. C'est génial. Parce qu'en vrai, cette équation, elle est bonne. Elle ne peut marcher que si elle est bonne pour le consommateur et pour le... Bien sûr. Sinon, pour la marque, elle ne peut pas tenir longtemps si elle perd de l'argent à chaque fois qu'elle vend. Exactement. Et donc, oui, OK pour ces produits, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres produits qui doivent être plus compliqués. Oui, tout à fait. Des vernis, Oui, carrément. Mais donc, en fait, c'est vrai que ça, c'est une difficulté, c'est que chaque produit est spécifique. Un gel douche, ça n'a rien à voir avec une crème ou avec un vernis ou un mascara ou une poudre. C'est des matières complètement différentes. Donc, la solution technique pour réduire les emballages, elle va être différente à chaque fois. Et donc, il faut qu'on se creuse la cervelle à partir de zéro à chaque fois pour trouver les solutions. Et donc là, on sait très bien qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour trouver des solutions équivalentes sur tous les autres produits. Mais c'est vraiment ce sur quoi on travaille, quoi. OK. Donc ça, c'est au siège.
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui bossent sur ce sujet. C'est l'équipe produit. Ok. Vous faites beaucoup de choses en interne, du coup. Ouais. Il y a peu d'intervenants extérieurs chez vous. Il y a quand même toute la production. Enfin, toute la partie industrielle. Ouais. Mais après, sinon, oui, on fait beaucoup de choses en interne. Après, surtout ce qui est communication, on est quand même accompagné depuis le début par une agence. D'accord. Et puis pour le web, bien sûr, c'est pas nous qui faisons les développements de notre site, c'est aussi une agence. D'accord, ok. Et donc les réseaux sociaux, par exemple, c'est des choses que vous gérez en interne ou... Ouais, en interne. Parce que je regardais hier soir, il y a un aspect un petit peu do-it-yourself sur les réseaux sociaux, mais qui marche assez bien. Ouais. Parce que ça pourrait être presque une critique qu'on pourrait faire au départ, se dire c'est la limite de la puissance d'une marque. Quand de toute façon, le développement, hein, on voit bien souvent tout le monde commence un peu do-it-yourself et puis au fur et à mesure ça se professionnalise sans perdre cet ADN de on fait nous-mêmes. Ça m'intéresse de comprendre quelle est la vision et même l'ambition future sur cette partie-là parce que... Oui, alors c'est vrai que sur les réseaux, on fait quasi tout nous-mêmes, hein, puisque les shootings, on les fait nous-mêmes. Même des vidéos, on en fait beaucoup nous-mêmes. Et d'ailleurs, il y a deux lieux de production de ces contenus. Si on parle d'Instagram, et en tout cas, il y a au siège, où il y a une personne qui s'occupe de ça, et dans nos boutiques, parce qu'en fait, chaque boutique a un compte Insta local qui permet de communiquer avec sa communauté. Donc il y a Avril-Lille, Avril-Rouen. Exactement. Ah ok, ça j'ai pas fait attention. Et du coup, dans chacune de nos boutiques, il y a une personne, parfois plusieurs, qui est responsable du compte Instagram de la boutique. Et donc qui va publier une fois par semaine ou 2 fois par semaine des contenus. Alors parfois elle reprend ceux de la marque ou pas. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que cet aspect de do it yourself, il peut transparaître parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Ok. Et c'est ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça nous va. Alors après, tu vois, on parlait du lancement de nos pastilles il y a un mois. Là, compte tenu de l'enjeu pour nous, parce que ça a tellement de sens, là, on a confié à une agence la réalisation des images. D'accord. C'est-à-dire les photos, les vidéos, on ne les a pas faites nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit, là, on veut vraiment un truc qui soit top. Et c'est important d'embarquer nos clients avec ce concept. Parce que c'est vrai qu'il y a des niveaux aujourd'hui, des standards qui sont toujours plus hauts. Et à terme, le risque, c'est de rester un peu trop do it yourself. Exactement, c'est le potentiel risque. Et alors, quand on cumule ça à un prix qui devrait être uniquement un argument positif plutôt contrôlé, encore une fois, c'est toujours cet équilibre à trouver dans tous ces points de contact et ces points stratégiques pour une marque. Mais est-ce qu'à terme, c'est un truc que de toute façon, vous êtes un peu obligé de le garder, je pense. Oui, tout à fait, compte tenu de notre positionnement. ADN humain aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour des sujets très stratégiques, on a tout à fait en tête que c'est important d'avoir des images qui sont parfaites. Voilà. Puis vous êtes dans la cosmétique. Oui, donc c'est pas l'industrie, quoi. Enfin, pas l'industrie moins glam. Ok. On a plutôt bien évoqué tous les points que je voulais, enfin toutes les questions que j'avais dans ton domaine aujourd'hui. Sur un domaine un peu plus perso, l'équilibre que tu trouves aujourd'hui parce que j'imagine que tu as dû travailler beaucoup ces 12 dernières années. L'équilibre vie pro, vie perso, comment t'en es où? Très bien, franchement. Ça l'a toujours été? Ouais, parce que le mode entreprise libérée, justement, ça permet de ne pas être submergé par toutes les questions qui m'arriveraient, qui me remonteraient si on était organisé différemment. Si c'était moi qui voulais tout contrôler, tout décider, mais je serais débordé, ce serait horrible. Un poids. Mais oui, exactement. Alors que là,
J'ai des super équipes, je leur fais confiance, je sais qu'elles prennent des bonnes décisions. On fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs et c'est normal. Et on a le droit à l'erreur, on l'a écrit d'ailleurs dans nos principes d'action. D'accord. Et du coup, ça fait que je suis assez serein mentalement. Et puis, en charge de travail, en quantité de travail, c'est tout à fait raisonnable. Okay. Bon, moi, j'aime beaucoup travailler, donc ça ne me pose pas de problème. Donc souvent, je travaille le soir chez moi, etc. Mais ça me pèse pas, tu vois, et je me sens pas débordé, submergé, et je me dis jamais, ah ben non, je peux pas faire tel truc qui me plairait, tel loisir parce que j'ai trop de travail, ou je peux pas partir en vacances, non, parce que j'ai trop de travail, ça arrive. Ok. Et ça a toujours, parce que entre l'évolution d'un 3 personnes au départ, Ouais. Et là aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des périodes plus dures psychologiquement, où il y a eu des moments où tu avais plus de poids potentiellement? Parce que là, entre le moment où tu as la super équipe maintenant, ce management qui est assez clair, assez libéré, où chacun répartit son poids, est-ce qu'il y a eu des périodes un peu plus... Oui, la seule période vraiment pénible, c'était, comme on l'a dit, au début. Quand il y avait l'incertitude sur l'avenir du projet. Okay. Mais une fois que ça a commencé à rouler, à être rentable, etc., après, c'était confiance, le ciel du bleu, bonheur. Ciel bleu éternel. C'est royal. Hein. J'avoue que je vis un peu la même chose. C'est quoi le futur pour toi personnellement dans 5-10 ans? C'est une bonne question, bah oui, parce que j'ai 56 ans, alors faut se poser la question. Je commence à me poser la question et j'ai vraiment pas les réponses, donc je pourrais pas te dire. Ok. Ça demande une réflexion. Est-ce que tu es capable de... Alors, même si tu as des ébauches d'idées, mais est-ce que tu es capable de dire je vais redémarrer un projet un jour? Est-ce que je vais vendre celui-là? Est-ce que je vais... J'en sais rien. En fait, il faudrait que je prenne le temps de me poser pour bien réfléchir à ça. C'est dur. Et c'est d'autant plus... Enfin, ce qui est dur, c'est que aujourd'hui, je déborde d'enthousiasme. Ouais. Parce qu'on a tellement de trucs à faire. Tu vois, je te parle de ce lancement de pastilles. Mais vraiment, je suis tellement content qu'on ait fait ça, tellement à fond. Et je vois encore tout ce qu'on a à faire et je me dis, mais ça va être génial de participer à l'accomplissement de tout ça. Donc je me dis pas du tout, j'en ai ras-le-bol, je vais arrêter vivement que ça se termine. Non, au contraire, je me dis, vivement le prochain projet comme ça. Et du coup, j'ai sans doute du mal à dire, bon, bah, ok, dans 5 ans, j'aurai 61 ans, dans 10 ans, j'aurai 66 ans, parce que je suis pas du tout dans ce mood, je suis dans le mood de, continuons, c'est trop bien ce qu'on fait. Ouais. C'est beau, hein. C'est pas juste un défi capitalistique oui, non, pas final, du tout. Mais ça se ressent fortement dans tous tes propos depuis le départ. Ouais. Et je crois que c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas. je pense. Moi, j'avoue que ça fait 12 ans qu'on a créé l'agence, 12 ans que tous les jours, on vit des choses un peu extraordinaires avec mon associé. Pendant longtemps, on est resté 2 ou 3 personnes. Et puis, il y a 2-3 ans, on s'est dit, tiens, on a atteint un plafond de verre. On a envie d'aller faire des choses encore plus grosses. Donc, maintenant, on est une dizaine. Et j'avais un peu peur de l'humain. Parce qu'on m'a toujours dit... J'avais plein d'autres entrepreneurs qui m'entouraient, qui me disaient, mais tu sais, un jour, on est jaloux de ton modèle parce que vous êtes rentable. Alors, à l'époque, on a voyagé beaucoup parce que pour les tournages, etc. Ça a fortement évolué, tout ça. Pour des histoires de conscience, etc. Maintenant, obligatoire. Mais en fait, plus j'ai écouté de podcasts ces dernières années, plus je me suis dit, en fait, la valeur, elle est aussi dans l'humain. La difficulté, c'est de trouver les bons. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur comment on fait pour faire une bonne équipe de 200 personnes. Parce que moi, ça me fascine toutes ces boîtes qui arrivent à grandir et c'est quand même Est-ce que c'est pas le truc le plus dur dans l'aventure? Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ce qu'on propose, ça a du sens, c'est vrai que ça suscite pas mal d'adhésion, d'enthousiasme. Alors après, je dis pas qu'on se trompe jamais, que bien sûr, il y a des recrutements qui sont moins bons que d'autres, etc. Mais globalement, c'est quand même, il y a une grande cohérence, quoi.
C'est vos processus de recrutement aujourd'hui, comment ça se passe? Vous recrutez où? Alors, nos plus gros recrutements, c'est pour les équipes de nos boutiques, puisque c'est là qu'il y a l'essentiel de notre effectif. Donc, ça se passe localement, évidemment. Donc, il y a des responsables régionaux, des responsables de boutique qui recrutent. Et alors, il y a un truc qui est très important pour nous quand on recrute une nouvelle responsable de boutique et qui a déjà une équipe en place, parce que la boutique existe déjà. C'est l'équipe qui recrute sa responsable. Ça, c'est hyper important parce que comme elles vont travailler tous les jours avec elle, c'est normal, c'est important qu'elles disent voilà, j'ai envie que ce soit elle, ma chef. Donc voilà. C'est impressionnant à quel point il y a un aspect très humain, retour presque en arrière. Moi j'aime beaucoup. Le bon sens à tous les étages. Oui. Pourquoi ne pas avoir de bon sens? C'est une question que je pose que je me pose en permanence, parce qu'on voit des choses dans certains groupes des fois où on se dit mais ça n'a plus de sens les façons dont c'est fait. Et du coup, c'est un peu... Souvent, je dis que je suis un paysan et 1 + 1 = 2. Et c'est ça... Oui, mais c'est vrai que chez Avril, on est très comme ça. On est très dans le bon sens. On n'est pas dans les schémas établis. Enfin, c'est pas tellement ce qui nous guide. Ce qui nous guide, c'est ce qui a du sens pour nous, ce qui nous semble fondé, juste, pertinent. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes, puisqu'on parlait d'humains, etc., des rencontres marquantes ou des personnes clés dans ta vie? Oui, dans ma vie, bien sûr. Chez Auchan, j'ai eu des patrons super. 2, 3 vraiment qui m'ont marqué. Il y a eu qui? On peut citer, Ah oui, on peut citer. C'est que du positif. Donc, ouais, tout à fait. J'avais un boss qui s'appelle Stéphane Belot, qui était trop bien. J'ai adoré bosser avec lui. J'avais un de mes premiers patrons qui s'appelle Jacques Dublanc, qui était très humain, qui était vraiment chouette. Mon premier chef de groupe, il m'a donné une telle liberté. C'était, pour moi qui suis entrepreneur, c'était hyper précieux, hyper motivant. Et il s'appelle Pierre Frisch. Et puis plein de collègues vraiment sympas. Voilà, j'ai encore déjeuné aujourd'hui avec un de mes ex-collègues. Donc plein de chouettes rencontres dans l'entreprise. Après, quand j'ai créé Avril, j'ai vraiment rencontré pas mal de gens pour challenger le projet. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très chouette cette disponibilité des gens que je sollicitais, que parfois je ne connaissais pas ou à peine, pour accompagner un créateur d'entreprise et pour lui faire du feedback sur son projet. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de solidarité, alors peut-être surtout ici dans le Nord, j'en sais rien, une solidarité avec les créateurs. En disant, prenons du temps pour aider les gens à réussir. Je crois qu'on le sous-estime, ce truc. On a peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat de poser des questions, de demander du feedback autre qu'aux 3 personnes proches qui seront souvent pas totalement neutres. Alors qu'il y a plein de gens qui savent se rendre disponibles. Alors évidemment, il y a des façons d'aborder les gens. Il faut que le projet ait un minimum de consistance, je pense, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute. Mais c'est dommage d'avoir cette peur, je trouve, parce que je pense qu'il y a on reste tous des humains, il faut bien se le rappeler. Et que finalement, on peut avoir des très bonnes surprises. Exactement. Bon, super. Merci. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout de tout ça. Je serais très content de te revoir dans 5 ans. Parce qu'il y a des questions auxquelles tu sais pas répondre. Et ça m'intéresserait d'avoir tout ça. J'ai un petit rituel. Alors, d'habitude, je finis par 2 choses. J'ai une rubrique anecdote perso que j'essaye de creuser. Mais là, au final, ça a été assez vite. Et j'ai pas eu le temps de creuser, d'aller trouver des connaissances communes qui auraient pu me donner des anecdotes perso. Donc, je vais devoir squeezer cette partie aujourd'hui. Et j'ai un petit rituel de fin. L'émission s'appelle Au dos de l'étiquette.
je check les étiquettes de vêtements Ouais. au dos de mes Qu'est-ce invités. que j'ai mis aujourd'hui? Voilà, question. Et en fait, est-ce que c'est un sujet ou pas pour toi, ce que Ouais. tu as est-ce que tu es capable de me dire ce que c'est, d'où ça vient Non, mais c'est un sujet pour moi. C'est un sujet pour toi? Ouais, Ok. c'est un sujet pour moi parce que depuis des années, je suis vraiment en chemin vers une meilleure responsabilité environnementale. Ouais. Tu vois, il y a 5 ans, je suis devenu végétarien. Ok. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en juin 2019. Donc, ça Ok. fait 5 ans que je n'ai pas pris l'avion. Ouais. Alors que j'adore voyager. Hein. Ouais. Donc, j'essaie de faire des efforts. Et l'habillement, c'est un sujet parce que trouver des habits responsables, chouettes, bon, moi, je ne suis pas un grand fan de mode, mais à un prix qui reste abordable, etc., c'est pas si facile, je trouve. Ouais. Donc, il y a une friperie à Lille où je vais parfois. Après, sinon, j'achète de temps en temps sur Vinted. En fait, j'achète très peu de trucs. Et c'est incroyable parce que j'ai déménagé le week-end dernier Ouais. et j'étais affolé. J'ai compté mes pulls. J'en revenais pas. J'ai 30 pulls. Ah bon? Mais je crois que j'en mets 5. Mais c'est Ouais. ridicule. Et du coup, je me dis, finalement, déjà, je n'ai pas besoin d'acheter beaucoup de choses parce que j'en ai tellement, je ne sais même pas d'où ils viennent, je ne me souviens même pas les avoir achetés, que je peux être sobre pendant des années. Ouais. Mais je n'ai pas la solution, tu vois. C'est toujours cette équation économique qui doit être bonne dans les deux sens. Et effectivement, le Made in France ou en tout cas la consommation raisonnée, parce que je ne suis pas sûr que le Made in Belgique soit moins bon que le Made in France ou je ne sais pas quoi. Mais tant qu'il n'y en a pas, tant qu'il y en aura un qui perd ou que ça ne marchera pas. Donc, mais bon, même si ça commence à se réguler aujourd'hui, je pense, il y a des belles initiatives qui commencent à pouvoir vivre dans les deux sens et trouver un marché. Ok. Bon, merci beaucoup, Alexis, de nous avoir présenté le dos de ton étiquette. Merci, Antoine. Je suis très content. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu, te remercier en perso, en pro? Tu as des réseaux sociaux? Je suis sur LinkedIn, je publie régulièrement des posts. Ouais. Voilà. Et puis sinon, les actus d'avril, elles sont aussi sur LinkedIn, sur Insta, dans nos boutiques, évidemment, sur notre site internet. Okay. Et comme on lance tout le temps des chouettes produits et encore une fois toujours plus responsables, c'est sympa à suivre, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, bravo, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que tout est dit? Je t'ai pas prévenu. Non. Il fallait que je te donne un mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je pourrais dire que je crois que ma conviction, c'est que les entreprises en général, et c'est ce que j'essaie de faire chez Avril, ont un rôle à jouer dans la transition qu'on est obligé d'opérer, qu'il faut opérer. Et donc, je pense que c'est important d'en avoir conscience, de savoir ce qu'on peut faire pour jouer notre partition dans cette transition. Et aussi que ce soit avec joie. En fait, qu'on se réjouisse de ce qu'on peut faire pour l'environnement. Tu vois, je te disais, je suis végétarien, je ne prends plus l'avion, mais quand j'ai pris ces décisions, ça n'a jamais été une privation. Okay. Je ne me suis pas dit, je me sacrifie pour mes enfants, mes petits-enfants. Je me suis dit, mais je vais voyager différemment et ça va être aussi réjouissant et je vais manger différemment et ça va être délicieux. Et tu vois, je pense que dans les entreprises, c'est pareil. Quand on a lancé nos pastilles le mois dernier, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais quelle joie ça a été de voir aboutir ce projet et de voir que grâce à ça, on apporte notre pierre à l'édifice de ce changement qui est nécessaire. Ouais. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est agir pour faire changer les choses et se réjouir de le faire. J'ai pas mieux à dire. Merci Alexis. Merci Antoine. Allez, à bientôt. À bientôt.